Je m'appelle Claire Villard et je vais vous parler de stream processing en mémoire avec Hazelcast Jet. Donc, j'ai mis mon Twitter, si vous voulez, et mon GitHub où vous pourrez retrouver tous les exemples de code avec d'autres exemples un peu plus fouillés, ainsi que ces slides. Et déjà pour les questions, a priori, donc, pour pouvoir libérer la salle à la fin de la conf, si vous voulez qu'on discute après, on pourra se retrouver soit juste dehors, soit au village, au niveau du corner, les Lyonnaises du web, où a priori, je passerai la majeure partie de l'après-midi. Donc pour commencer, est-ce que vous connaissez Hazelcast, au sens IMDG, grille de données en mémoire? Okay, donc je vais en parler rapidement. Donc globalement, c'est un stockage distribué de structures de données, essentiellement clés-valeurs, donc des maps, des listes, etc., basées sur Java, écrit en Java d'ailleurs, et donc qui permet aussi de faire du calcul distribué sur ces structures. Donc on peut tout à fait soumettre à son cluster Hazelcast des traitements et lui dire « donne-moi le résultat de cette agrégation » ou « compte-moi toutes les valeurs associées à cette clé », etc. Et c'est open source. Ils ont sorti, donc l'entreprise Hazelcast, très récemment, un nouveau produit qui s'appelle Jet. C'est une surcouche à IMDG qui est axée sur tout ce qui est stream et batch processing. Avant tout, stream processing, le batch étant géré comme un stream fini, finalement. L'idée, c'est de pouvoir avoir toutes sortes d'entrées, d'être très facilement extensible, de faire passer les données dans un pipeline de traitement, pour ensuite les transmettre vers la suite du SI, et donc pareil, toutes sortes de sorties, aussi variées qu'un système d'alerting qu'on peut imaginer sur smartphone, des applications d'entreprise avec tout ce que ça peut avoir de pas fun, et, ou d'autres systèmes de traitement ou silos de données. En termes de modélisation, donc, Jet est basé sur les graphes orientés acycliques. C'est un nom barbare pour dire que globalement, il y a des nœuds de traitement et des flèches qui permettent de faire circuler les données entre les différents nœuds du pipeline. Donc globalement, nous, on va coder vraiment les petites briques bleues pour gérer nos entrées de données, les différentes étapes du traitement et ensuite diriger nos données au sein du graphe. Et ensuite, on va indiquer à Hazelcast comment lier ces bulles de traitement entre elles. Les fonctionnalités qu'ils annoncent sont nombreuses. Déjà, au niveau des entrées-sorties. Globalement, out of the box, ils supportent Kafka Stream. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient à la conf Kafka de ce matin, mais c'était assez intéressant en termes de proximité, parce que finalement, les fonctionnalités sont relativement les mêmes, mais pas faites de la même manière. Donc, Hazelcast supporte en entrée ou en sortie Kafka Stream, supporte aussi évidemment tout ce qui est structure de données Hazelcast, et après, c'est facilement extensible. Ils ont axé tout leur design autour d'une faible latence. Donc pas de micro-batch, pas de délai. Le but, c'est que dès qu'une donnée est disponible pour un pipeline de traitement, le plus vite possible, elle en sorte. Donc ça a forcément quelques contraintes, mais voilà, comme on verra par la suite, ça c'est le point qu'ils ont plutôt bien réussi. Ils fournissent aussi des sliding windows. L'idée, c'est de pouvoir, c'est un use case qui est assez fréquent, pouvoir dire sur les 10 dernières minutes, par exemple, si j'ingère des données de type est-ce que mes clients, si je suis un opérateur mobile, est-ce que mes clients arrivent bien à passer leurs appels téléphoniques ou pas? Sur les 10 dernières minutes, je veux savoir est-ce que mon réseau fonctionne bien ou pas. Donc ça, c'est directement fourni par la solution. Donc on va pouvoir, avec un minimum de code, j'en ai pas mis l'exemple dans mes slides, parce que c'était relativement peu lisible quand même à présenter, mais vous trouverez ça sur mon repo si ça vous intéresse, directement obtenir notre statistique mise à jour en temps réel. Donc ça peut être super intéressant. Et donc à partir de la version 0.5, qui était annoncée en octobre, donc là il y a un gros suspense, parce qu'elle n'est toujours pas sortie, et octobre finalement c'est quand même bientôt fini. Ils annoncent également la tolérance au crash, c'est-à-dire que si un traitement est en cours sur un nœud et du cluster, que ce nœud
tombe pour une raison X, le traitement va pouvoir redémarrer là où il en était sur un autre nœud, via un système de snapshot régulier. C'est très prometteur. Pour l'instant, du coup, c'est encore hypothétique. Voilà, je n'ai pas du tout pu voir ce que ça pouvait donner. Et donc, ils veulent mettre en place aussi tout ce qui est garantie de traitement, au moins 1, exactement 1 ou au mieux. Alors, je suis assez curieuse de savoir ce que veut dire au mieux. Mais en tout cas, pour les au moins 1 et exactement 1, ça peut être vraiment une fonctionnalité super intéressante pour ce genre de use case. Encore une fois, s'il y en a qui étaient à la conf Kafka de ce matin, ça a été largement débattu. En termes de roadmap, il est déjà annoncé production ready. Donc là, actuellement, la dernière version réalisée, c'est la 0.4. Je ne sais pas vous, mais moi, une 0.4 en prod, ça me fait un peu flipper. J'ai pas réussi à avoir de nom d'une entreprise qui aurait mis une 0.4 en prod. Pour l'instant, si, vous inquiétez pas, il y en a qui l'ont fait. Donc voilà, je m'avancerai pas, perso. La 0.5 doit sortir incessamment sous peu, et la 1.0 en 2018. La 1.0 étant la version qui apportera la stabilité des API. Là, actuellement, dès qu'on monte de version, généralement, on recode pas mal de choses. Donc voilà, pour l'instant, c'est aussi ça qui fait dire que le mettre en production, c'est peut-être un peu prématuré. Donc en pratique, par exemple, on va voir quelques petits bouts de code qui permettent de mettre en œuvre le petit graphe que j'ai représenté. Donc en entrée, on a une map, donc un ensemble d'associations clés-valeurs, qu'on va ingérer, qu'on va faire passer dans ce que j'ai appelé un enricher, donc qui va enrichir ces données avec des données d'une autre map, qu'on imagine qui peut stocker des clients, par exemple. Et ensuite, si ça s'est bien passé, envoyer ça vers une map de sortie, ou si ça s'est mal passé, vers une map d'erreur. Là, globalement, dans le premier bloc de code, on crée l'objet DAG, donc le graphe, et on va créer les nœuds de traitement. Donc la source, qui va lire la map d'entrée, ensuite l'enricher, dont on va voir le code ensuite, qui va enrichir les données, enfin, une partie du code, et ensuite les deux nœuds de sortie. Dans le deuxième bloc de code, on va lier ces nœuds de traitement avec des arêtes, donc entre la source et le nœud d'enrichissement, et ensuite entre le nœud d'enrichissement et ses deux sorties. On voit apparaître 0 et 1, parce que forcément, vu que là, on a plusieurs sorties, il faut les nommer, ces sorties, pour pouvoir ensuite dire vers quelle arête on va diriger chaque donnée qui va sortir de l'enrichissement. C'est via des index, tout bêtement, entre 0 et l'infini, on va dire, et au-delà. Et ensuite, on démarre l'instance jet et on exécute le job. Là, dans le cas présent, vu qu'on se base sur une map en entrée, c'est un batch, c'est pas un stream. Donc c'est fini. Du coup, execute renvoyant une future, on peut tout à fait attendre son résultat de manière synchrone et pour ensuite le traiter. L'enrichissement, c'est pas plus compliqué que ça. Pour tous ceux qui sont familiers avec le Java, je pense qu'il y en a pas mal ici. Si vous regardez le paramètre de la méthode try_process0, vous allez commencer à voir apparaître un petit problème au niveau de object. Donc, voilà, j'y reviendrai ensuite. Clairement, il suffit d'implémenter cette méthode et donc d'étendre la classe abstraite abstract_processor pour faire nos traitements. Ensuite, décider vers quelle arête on va émettre notre donnée, 0 ou 1. Tenter de l'émettre. Donc c'est là la méthode try_emit au niveau de la troisième ligne. Et ensuite, on retourne le résultat de cette méthode. Là, on voit au niveau que la méthode try_emit, c'est une méthode fournie par l'API. L'idée, c'est que le framework gère lui-même le throughput. C'est-à-dire que si on essaie d'émettre vers un autre traitement qui est déjà surchargé, dont les tampons sont pleins, il va refuser le message. Et donc, il va nous le dire. On peut soit se débrouiller à catcher exception soi-même, soit passer par la méthode qui est fournie. C'est quand même un peu plus sympa comme ça. Et ensuite, en faisant retourner le résultat de cette méthode, on va indiquer au framework qu'on n'a pas pu traiter le message jusqu'au bout, que ça ne s'est pas bien passé. Et donc, le framework va prendre lui-même en charge le fait de rappeler cette méthode avec la même donnée. Donc, on peut très facilement faire du rejeu et donc gérer le throughput tout simplement en renvoyant un booléen
Et toute cette gestion de tampons et de surcharge de traitement est déléguée au framework. Ça, c'est plutôt agréable. Pour ceux qui ont eu à gérer des tailles de files d'attente, où on se dit « Ah ben non, ma file est pleine, je dois gérer comment je rejoue, je vais perdre ma donnée, etc. » Tout ça, on délègue tout au framework. Maintenant, là, on a lu une map en entrée, on a fait du batch, c'est sympa. Si on veut faire du stream processing, puisque c'est un peu quand même le but du truc, là, par exemple, avec ces quelques lignes de code, on peut faire un petit nœud source qui va lire une simple queue, donc hébergée par Hazelcast, mais qu'on pourrait imaginer dans n'importe quel broker de messages qui propose un client Java. Donc on va simplement lire les messages dans la queue, et ensuite, pareil, avec la même méthode try-emit, envoyer notre donnée dans la suite du traitement. On voit qu'en quelques lignes de code, là, j'ai pu étendre la solution pour créer un nouvel input qui n'était pas fourni. Et pareil, en fait, le fait de faire un return false à la fin indique au framework que c'est un nœud de traitement infini. Donc il va le rappeler à l'infini, jusqu'à ce que soit on arrête le traitement, soit qu'il se mette à retourner vrai, par exemple, si on met en place un flag d'arrêt. Ça peut être intéressant. À partir de ces petits bouts de code, donc dans la version exhaustive, bien sûr, j'ai fait quelques petits benchmarks parce qu'ils annoncent des très fortes performances et une faible latence, donc c'était sympa de le vérifier. J'ai fait tourner ça sur un PC portable sympa, mais pas non plus une bête de guerre, comme vous voyez. Et donc on est dans un cas un petit peu idéal, c'est que par contre c'était en local. Et je ne me suis pas amusée non plus à tester le réseau local de chez moi. Mais en batch processing, sur 1 million d'entrées, le traitement prend 22 secondes. Donc un peu plus de 45 000 items par seconde pour faire le traitement donc, de lecture, d'enrichissement et d'écriture dans la sortie. Donc on voit que c'est déjà relativement performant. Pour la partie stream processing, je me suis intéressée plutôt à la latence. Donc entre le moment où le message était posé dans la queue d'entrée et le moment où il était émis en sortie du pipeline, sur 100 000 éléments, j'avais une latence moyenne de 2 millisecondes. Donc même si on est dans un cas relativement idéal, en local, etc., on voit que ça respecte quand même plutôt bien l'idée d'avoir une faible latence. Donc une performance plutôt sympa, sachant que la pire latence que j'ai eue au sein de tous mes tests, c'était 27 millisecondes, ce qui reste quand même acceptable, je dirais, pour pas mal de use cases. Après, clairement, si on veut monter au-dessus de ça, il va falloir envisager... Enfin, la seule solution qui me vient vraiment à l'esprit, c'est un Kafka Stream. Mais voilà, on est déjà plutôt dans des trucs sympas. On a vu, il y a pas mal de trucs sympas, mais il y a une belle limitation. Avant tout, ça je m'y suis bien heurtée pour faire les quelques petits bouts de code que j'ai présentés ici, la qualité de la documentation. Vraiment, c'est un scandale. Au final, il faut aller voir le code. Alors heureusement, c'est open source, et heureusement. Ça devient la doc est vraiment très succincte, on voit qu'ils ont sorti une doc, mais qu'elle n'est pas terminée, il y a plein de trucs qui ne sont pas à jour, ou qui sont vraiment trop succincts pour pouvoir le mettre en place. Donc ça, c'est une grosse limitation pour l'instant. Je pense que c'est lié au fait que ce soit encore instable, qu'ils ne vont pas non plus faire un effort énorme pour écrire la doc, on peut le comprendre, mais voilà, ça complique vraiment la mise en place. Et comme je l'ai dit dans le bout de code, vous avez vu un petit object qui traînait avec un joli typecasting en dessous. Rien n'est typé. Donc ni les nœuds, ni les arêtes ne sont typés. C'est des objets partout. Et donc c'est au programmeur de savoir quel type de données il va manipuler. Donc si on a un graphe, par exemple, qui a plusieurs entrées et qu'un nœud peut ingérer des données de différents types, eh ben, il faut se dire, ah, si ça vient de l'arête 0, c'est que mon objet c'est tel type, sinon c'est tel autre type, etc. Et je pense que ça, c'est le plus gros problème pour mettre au point un pipeline qui fonctionne. Même dans mes tests relativement simples, avec un pipeline à 3 étapes, il y a un moment où ça m'a pété à la figure. C'est vraiment le gros problème. Donc, et pour l'instant, ils n'annoncent pas que ce soit amélioré par la suite. Donc
Voilà, on espère quand même qu'ils trouvent des solutions, parce que rapidement, j'imagine sur des pipelines complexes, ça peut être carrément ingérable. Et voilà, on est au bout du temps réglementaire, donc merci à tous. Et donc si vous voulez des questions, dehors.